étant donné que c'est un passage... Suivez Sika TV désormais en Europe sur le satellite Eutelsat. Au Kenya, 15 assaillants ont été tués ce dimanche lors de l'assaut des Shebab contre le camp militaire de Bor. Un djihadiste britannique combattant dans les rangs des islamistes somaliens a probablement été tué lors de cette attaque. Le président Omar el-Béchir a quitté ce lundi Jobour sans être arrêté en dépit de la décision de la justice sud-africaine qui lui interdisait de quitter le territoire. Une violation que déplore le secrétaire général des Nations Unies. François Hollande est arrivé ce lundi à Alger où il a salué le combat commun mené par l'Algérie et la France contre la menace djihadiste. Le président français s'est rendu à Alger sur invitation de son homologue. Très heureux de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous démarrons ce journal par les attaques de Boko Haram. La capitale tchadienne N'Djamena a été frappée ce lundi pour la première fois par un double attentat suicide. Les deux attaques ont visé le commissariat central de N'Djamena et l'école de police, faisant 23 morts et 101 blessés. Un bilan confirmé par le gouvernement tchadien à travers un communiqué dans lequel le gouvernement a indiqué que 4 terroristes ont également été tués. Le gouvernement tchadien assure que la situation est sous contrôle. Le double attentat n'a pour l'instant pas été revendiqué, mais il est attribué à Boko Haram. Et puis parlant toujours de ces exactions de Boko Haram sur le terrain et au Nigeria, il faut noter qu'il y a eu 10 morts. 10 personnes tuées ce lundi dans un double attentat suicide à Potiskum, dans le nord-est du pays, selon une source policière. Un milicien qui collabore avec l'armée dans la lutte contre Boko Haram. L'incident a eu lieu quand un homme accusé d'avoir commis un vol et isolé pour être interrogé a déclenché des explosifs qu'il transportait et a tué 8 miliciens. 2 autres personnes ont également été tuées lors d'un second attentat suicide survenu devant une barre de la ville. Le double attentat suicide n'a pour l'instant pas été revendiqué, mais Potiskum, grand carrefour commercial de l'État de Yobe, a souvent été la cible d'attentats menés par le groupe islamiste Boko Haram par le passé. Restons toujours dans le contexte des attaques terroristes au Kenya. 15 assaillants ont été tués ce dimanche lors de l'assaut mené par les Shebab contre le camp militaire de Bor. Un djihadiste britannique combattant dans les rangs des islamistes somaliens a probablement été tué lors de cette attaque. Les faits dans ce reportage. Un djihadiste britannique combattant dans les rangs des islamistes somaliens Shebab a probablement été tué dimanche au Kenya lors d'une attaque contre une base de l'armée kenyane. Une enquête médico-légale et des analyses ADN sont en cours pour confirmer son identité. Si elle est confirmée, cette mort serait la première d'un militant islamiste britannique sur le sol kényan. Au total, 15 assaillants et 2 soldats kenyans ont été tués lors de l'assaut mené par des Shebab
contre le camp militaire de Boré dans le comté de Lamu, sur la côte kenyane, à une 60aine de kilomètres de la frontière somalienne. L'ambassade britannique à Nairobi a de son côté indiqué chercher à confirmer les informations sur la mort d'un de ses ressortissants. Selon la presse britannique, Thomas Evans, alias Abdul Hakim, 25 ans, originaire du Buckinghamshire, dans le sud de l'Angleterre, s'est converti à l'islam à l'âge de 19 ans et a rejoint les Chebab en Somalie en 2011. La région attaquée dimanche est proche de la forêt de Boni, réserve naturelle de 1300 km² frontalière de la Somalie, où les Chebab sont soupçonnés d'avoir installé une base avancée dont les forces kenyanes peinent à les déloger. Les attaques Chebab sur la côte kenyane ont porté un coup très dur au tourisme kenyan, secteur important de son économie. D'autres nouvelles de la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. Le chef djihadiste Mokhtar Belmokhtar, lié au groupe Al-Qaïda et cerveau de la meurtrière prise d'otage du site gazier algérien d'In Amenas en 2013, a été tué par une frappe aérienne américaine en Libye. L'annonce a été faite ce dimanche par le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale. Les détails dans cet élément. Le Pentagone a indiqué à Washington que le djihadiste Belmokhtar avait bien été la cible d'une frappe américaine, mais n'a pas confirmé sa mort. Des avions américains ont mené une opération qui a abouti à la mort de Mokhtar Belmokhtar et d'un groupe de Libyens appartenant à une organisation terroriste dans l'est de la Libye, ont indiqué pour leur part les autorités libyennes sur leur page Facebook, ajoutant que la frappe a eu lieu après consultation avec le gouvernement intérimaire libyen. La frappe de l'armée de l'air américaine a eu lieu dans une ferme à Adabia, à 160 km à l'ouest de Benghazi, chef-lieu de l'Est libyen où Belmokhtar tenait une réunion avec d'autres chefs de groupes extrémistes. Ex-chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique avec laquelle il était entré en dissidence, Mokhtar Belmokhtar avait créé fin 2012 sa propre unité combattante, les signataires par le sang. En janvier 2013, il avait revendiqué l'attaque sanglante et la prise d'otages massive qui s'en est suivie sur le complexe gazier d'Ibn Amnas dans le Sahara algérien, qui se sont soldés par la mort de 37 étrangers en Algérie. 29 ravisseurs donnés pour mort par le Tchad en avril 2013. Il avait revendiqué un double attentat suicide au Niger en mai 2013 qui a fait une vingtaine de morts. Condamné à mort à 2 reprises par la justice algérienne, Belmokhtar aurait commandité l'assassinat de 4 Français en Mauritanie en décembre 2007 et la prise en otage de 2 Canadiens en 2008, 3 Espagnols et 2 Italiens en 2009. François Hollande est arrivé en début d'après-midi à Alger. Cette visite du président français fait suite à l'invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Elle a pour but de rapprocher davantage les deux pays. Reportage. C'est la deuxième visite du président français à Alger depuis sa prise de fonction. Une visite de quelques heures consacrée aux échanges entre François Hollande et le Premier ministre algérien, puis le président Bouteflika. Le véritable intérêt de la rencontre entre le président français et les autorités algériennes est le renforcement des rapports entre leurs deux pays. Nous avons une relation entre la France et l'Algérie exceptionnelle, qui est celle d'une amitié exigeante, mais d'une amitié réelle et fraternelle. La France est le premier partenaire économique de l'Algérie, entend le rester et même entend encore développer sa présence. Le président français a par ailleurs salué le rôle d'Alger pour la paix au Mali. Il a également exprimé sa gratitude au gouvernement algérien pour les efforts consentis afin de retrouver les responsables de la mort d'Hervé Gourdel, le ressortissant français décapité après avoir été enlevé par les soldats du califat. À Madagascar, à présent, la justice a rejeté samedi dernier la demande de destitution du président votée le 26 mai dernier par l'Assemblée nationale. D'après le MAPAR, le parti majoritaire de l'ex-homme fort du pays, le président Rajoelina, qui avait voté pour la destitution du président. La décision de la Haute Cour constitutionnelle du pays est ridicule. Le chef de l'État malgache, qui s'est prononcé après la décision de la Haute Cour, a appelé au respect de l'État de droit. Voici un extrait de ses propos. Je demande à tous de respecter l'état de droit
Et je ne tolérerai pas une autre atteinte à cet état de droit. C'est la différence de point de vue qui a entraîné des tensions et des haines. C'est l'insuffisance de dialogue qui a abouti à des suspicions et qui a désorganisé les institutions. Je lance donc un appel à tout le peuple sans exception, y compris ceux qui font partie de l'opposition, pour observer l'intérêt supérieur de la nation, se donner la main pour développer notre patrie à nous tous, dialoguer, collaborer et consolider la solidarité nationale. Le président soudanais Omar el-Béchir, recherché pour génocide par la Cour pénale internationale, a quitté ce lundi Johannesburg après avoir assisté au 25e sommet de l'Union africaine. Ce dernier a quitté le pays en dépit d'une décision de la justice sud-africaine qui lui interdisait de quitter le territoire. Une violation que déplore Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Plus de précisions dans ce reportage. Le président soudanais Omar el-Béchir, recherché pour génocide par la Cour pénale internationale, a quitté lundi le sommet de l'Union africaine à Johannesburg sans être arrêté en dépit d'une décision de justice sud-africaine qui lui interdisait de quitter le territoire. La Cour pénale internationale avait demandé à l'Afrique du Sud de procéder à son arrestation et son procureur adjoint s'est dit déçu de la passivité du gouvernement sud-africain. C'est aussi l'avis que l'on partage aux Nations Unies. Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale lancé contre le président el-Béchir pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre est une question que je prends très au sérieux. L'autorité de la Cour pénale internationale doit être respectée et sa décision doit être mise en œuvre. Mais le jugement du tribunal a été rendu alors que Béchir était déjà dans l'avion pour Khartoum après avoir décollé d'une base militaire. Les officiels soudanais n'étaient de toute façon guère inquiétés. Lors des sommets précédents, la règle appliquée par tous pour tous les chefs d'État africains est qu'aucun chef d'État africain ne peut être arrêté ou poursuivi en justice, quel que soit le crime, et que ce soit la CPI ou un autre tribunal international qui en ait décidé. Donc l'Afrique du Sud respecte ces obligations-là. So South Africa should respect all these obligations. South Africa is subscribed. L'Afrique du Sud a souscrit à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, une cour qui a la même juridiction et mandat que la CPI. Juger donc de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et d'autres crimes liés qui doivent être examinés et qui peuvent l'être dans cette cour. Depuis plusieurs années, la Cour pénale internationale est la cible d'une virulente campagne des chefs d'État africains qui l'accusent de racisme et de ne s'en prendre qu'à des dirigeants du continent. En dépit des poursuites engagées contre lui par la Cour pénale internationale et en 2009 et 2010 dans le cadre du conflit de la province soudanaise du Darfour, le président Béchir s'est déjà rendu depuis dans des États partis à la CPI tels que le Tchad, le Kenya et le Nigeria sans jamais être inquiétés. Autre information dans ce journal, depuis juin 2006, la conférence régionale des télécommunications et radiocommunications a adopté à Genève en Suisse un accord qui prescrit aux États membres de l'Union internationale des télécommunications de passer de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique au plus tard le 17 juin 2015. À la veille de cette échéance, il est à constater que beaucoup de pays africains ne pourront respecter ce délai. Au Bénin, par exemple, cette date ne sera pas respectée parce que les études préalables à ce transfert ont accusé beaucoup de retard. Suivons ici les explications du coordonnateur de la Commission nationale de la migration de l'analogie au numérique au Bénin. Étant donné que c'est un passage complexe, il est nécessaire de se munir d'un plan de communication, de faire en sorte qu'aucun citoyen ne soit laissé sur le quai. Ce plan de communication existe et son application va prendre beaucoup de volume. Après les élections communales, pour qu'on n'ait pas de confusion de genre sur le même terrain politique qu'est le Bénin. Pas de définition. Le numérique, c'est plus de chaînes de télévision, meilleure qualité d'image, meilleure qualité de son et moins de consommation d'énergie.
en basculant de l'analogique au numérique, si dans le système analogique, une fréquence qui est une ressource radioélectrique ne peut relayer qu'un seul programme, en basculant au numérique, une fréquence peut désormais relayer au moins 18 programmes télévisuels. Et premier grand rendez-vous, celui du 17 juin 2015, concerne la télévision numérique terrestre. Celui du 17 juin 2020 va concerner la radiodiffusion numérique terrestre. Je puis vous dire que depuis le 24 février 2014, nous sommes aux portes aujourd'hui de la signature de la convention de financement en ce qui concerne tout le pôle technique de notre plan de passage au numérique, de notre schéma directeur de passage au numérique. Et c'est évalué à 35 milliards 520 millions. Si le financement est signé aujourd'hui, nous pouvons logiquement nous attendre à un déploiement graduel du réseau de diffusion numérique, ce qui pourrait nous conduire au premier trimestre 2016 pour la couverture totale du réseau numérique en ce qui concerne le Bénin. C'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de rester connectés. Sika.